Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce journal, la grande édition de la soirée sur la RTNC. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une séance de travail avec les chefs coutumiers de la province du Nord-Kivu. La situation sécuritaire et des pistes de solutions pour une paix durable dans cette partie du pays étaient au centre de cette entrevue reportage. La situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point le président de la République. C'est samedi 3 octobre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu dans son bureau du Palais de la Nation la délégation de chefs coutumiers du Nord-Kivu. Au cours de l'entretien, cette délégation conduite par l'honorable Mwami Sandoli Chabani Mukonka Senge a fait état de la situation sécuritaire dans cette province avant de proposer aux chefs de l'État leur piste des solutions pour mettre fin à l'insécurité observée dans cette partie de la République. Nous sommes venus voir les chefs de l'État pour deux aspects. D'ailleurs, l'aspect le plus important, c'est le problème de l'insécurité qui se vit actuellement dans la province du Nord-Kivu et qui fait qu'aujourd'hui, nos populations respectives sont en train de vivre dans des conditions inhumaines, en déplacement. Ils ne sont plus chez eux. Nous voulons que lui, en tant que chef de l'État, puisse franchement prendre toutes ses responsabilités afin que la population regagne leur milieu d'origine et que la paix soit retrouvée et une paix durable. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a réitéré devant ses interlocuteurs son engagement et sa détermination à user de tout son pouvoir pour éradiquer complètement l'insécurité, pas seulement au Nord-Kivu, mais dans toute la partie orientale de la RDC. La population attend le chef de l'État, c'est lui qui a les derniers mots afin qu'ils puissent retrouver leur paix durable. Cette rencontre a été également l'occasion pour le chef coutumier du Nord-Kivu de renouveler leur loyauté au chef de l'État. Ils ont en outre lancé un message de mobilisation à la population du Nord-Kivu tout entière et de ses environs pour réserver un accueil chaleureux au président de la République annoncé dans cette province dans quelques jours. L'état de la coopération entre la RDC et le Fonds monétaire international ainsi que l'appropriation du soutien financier de la Banque africaine de développement, ce sont là quelques-uns de points qui ont été débattus au cours de la 51e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voici un extrait du compte rendu avec le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, David Jolino Makelele. Ce vendredi 2 octobre 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 51e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour y relatif comportait les points suivants. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence, Messieurs le Président de la République. Premier point, tenue de la prochaine réunion du comité de pilotage du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans le cadre de la tenue prochaine du 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, le président de la République a donné des orientations sur les préparatifs de ce sommet. À cet effet, il a demandé aux ministres sectoriels, à savoir les affaires étrangères, la coopération internationale, le budget, les finances, l'organisation dans les brefs délais de la tenue de la réunion du comité de pilotage du mécanisme national de suivi du dit accord d'ici le 10 octobre, laquelle réunion devra être sanctionnée par un rapport complet des dits préparatifs à présenter au plus tard à cette date du 10 octobre 2020. Un rapport complet sur ces préparatifs doit être présenté à la date précitée par les ministres concernés.
Les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement à Saké, dans la province du Nord Kivu, ont causé d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines ont été enregistrées. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. Qui se sont abattus sur l'agglomération des Saké et environ dans les territoires de Massissi ce jeudi 1er octobre 2020 n'ont pas été clémentes envers la population et l'environnement. Côté dégâts humains, on note provisoirement un bilan de 11 morts et plusieurs disparus. Quant aux dégâts matériels, ceux-ci sont incommensurables. De nombreuses maisons, écoles, églises, cultures et élevages ont été détruits par la colère de la nature. Le pont Moutayo, jeté sur la rivière Kihira, sur la route nationale numéro 2 en plein centre de Saké, a aussi été emporté par les inondations. En conséquence, la ville de Goma est coupée de Massissi, Walikale et de la province du Sud Kivu. Les piétons, motos et les véhicules sont bloqués de part et d'autre de la rivière Kihira. Voilà qui a poussé le gouvernement Carly Nzanzu Kasivita, les députés provinciaux et nationaux ainsi que d'autres notables à effectuer une descente sur le terrain ce vendredi 2 octobre. Objectif, constater, évaluer les dégâts et envisager des solutions rapides pour soulager tant soit peu la misère de la population. Le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita en appelle à l'intervention du pouvoir central, mais en attendant, un pont provisoire va être construit pour permettre le passage des populations et marchandises. D'abord, nous sommes venus compatir avec la population qui a perdu les vies humaines. Le degré de dégâts, c'est catastrophique. C'est pourquoi nous sommes venus avec tous les députés nationaux qui sont ici à vacances parlementaires du Nord Kivu, les députés provinciaux et mon gouvernement pour compatir d'abord avec les familles, mais aussi solliciter la solidarité nationale. Comme vous le savez, nous avons un ministère des actions humanitaires et de solidarité nationale pour que ces compatriotes qui ont été victimes de la colère de la nature puissent vivre comme tout Congolais. Notons qu'après la visite, le gouvernement provincial s'est réuni en conseil des ministres sur place à Saké. Dans le cadre des opérations coup de balai, la police nationale congolaise a mis la main sur une bande de malfrats communément appelée Kuluna. Images et commentaires. 18 bandits à main armée, auteurs de plusieurs tueries, vols, extorsions, détention illégale d'armes de guerre, 7 policiers ayant violé les consignes, 812 Kuluna, 23 mineurs, tous sont tombés dans le filet de la police lors des derniers bouclages. 135 machettes et autres effets ont été saisis. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a reconnu les efforts inlassables de la police et les a félicités de vive voix par l'entremise du commissaire provincial, le général Silvano Kasso. Monsieur le policier, c'est une occasion pour moi de remercier l'inspecteur provincial de la police de Kinshasa ainsi que son équipe. Grâce à eux, nous avons pu mettre la main sur les Kuluna. Ils sont là environ 812. Une innovation et non la moindre, tous ces malfrats qui ont tué, violé seront jugés et condamnés pour de peines lourdes. Ceux aux infractions bénignes seront envoyés au service national à Kanyama Kasese pour des travaux des champs. C'est là, sur instruction du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur de la ville a émis un souhait qu'il y ait une franche collaboration entre la police et la population afin de mettre fin au phénomène Kuluna, sinon l'endiguer pour que la population vive en paix. Quant au général Kassongo, il a donné quelques précisions. Nous allons continuer avec l'opération de traque des inciviques jusqu'à ce que la paix de la population soit totale. Des ports privés qui ne respectent pas la réglementation en vigueur vont être fermés. Cette décision est annoncée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankondi, qui a effectué une visite d'inspection au port Ondika et Dokolo de Kinshasa, nous dit Rekin Zoziloya.
C'est un week-end qui n'a pas été de tout repos pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Gilbert Kankonde Malamba vient d'effectuer une première descente dans les installations portuaires de la ville-province Kinshasa. Il est accompagné du ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga. Au port Ondika, qui a constitué la première étape de cette itinérance, le patron de la territoriale a eu droit à un bain de foule très accessible. Et dans sa magnanimité, le vice-premier ministre de l'Intérieur se met aussitôt à l'écoute de ses concitoyens. Il lui expose leurs difficultés sans protocole. C'est surtout pour une taxe appelée manutention qui pèse lourdement sur les différentes transactions. Le travail payé est souvent exécuté par d'autres personnes et à charge toujours des propriétaires des marchandises. Cette situation a surpris les deux membres du gouvernement. Gilbert Kankonde a martelé qu'aucune taxe sans fondement ou soubassement légal sera perçue au dos de la population. C'est un secteur où on a constaté que sur tous les plans, sur les plans techniques, sur les plans sécuritaires, beaucoup de ces ports fonctionne sans se référer à la réglementation en vigueur. Et nous avons cette responsabilité-là d'inspecter les ports à travers toute la République et de faire rapport et éventuellement de fermer tous les ports qui ne répondent pas aux normes, qui ne répondent pas à la réglementation en vigueur. Dans le même périmètre, un autre port au nom de Dokolo a été visité. Le vice-premier ministre s'est livré au même exercice qui vise à rassurer la population sur la régularité et l'assainissement des ports privés afin qu'ils répondent aux normes et exigences de la loi selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de la Défense, Aimé Ngoi Mukena, a bouclé sa première phase de la caravane de la paix par l'inauguration d'un premier forage d'eau dans la ferme militaire de Baya. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Reportage. L'armée en temps de paix doit être une armée de production et de développement. C'est ce qui justifie la raison d'être de l'idée d'une industrie militaire en RDC. La clôture de la caravane de la paix dans la province du Haut-Katanga a été marquée entre autres par la visite de la ferme militaire de Baya qui a comme superficie 2500 hectares. Pour cette année, les travaux de 100 hectares de maïs ont été lancés dont la production de 600 à 700 tonnes de maïs sont attendues d'ici la fin de la saison agricole. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Aimé Ngoi Mukena a annoncé la construction d'une minoterie de l'armée dans les mois à venir. Concernant l'élevage, d'ici une dizaine de jours, les poulaillers vont accueillir 120 à 140 poussins de chair et à en croire les experts, l'armée est capable de produire 100 000 à 200 000 poulets de chair d'ici le mois de décembre prochain. Un autre temps fort, il s'agit de l'inauguration du tout premier forage dans la ferme de Baya par le ministre de la Défense nationale pour pallier tant soit peu à la carence d'eau. Et ces puits ne servira non seulement à l'eau potable, mais aussi à l'irrigation. Et l'honorable Juvenal Monoubo est l'invité de ce journal. Il nous fait la restitution de cette caravane de la paix. Nous recevons sur ce plateau l'honorable Juvenal Monoubo Mobi. Il est rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Bonsoir, monsieur l'honorable. Bonsoir, monsieur Jojo. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et première question, pouvez-vous nous restituer ce qu'a été la mission de la caravane de la paix? Et vous nous parlez de sa composition et même de son objectif. La caravane de la paix a eu lieu du 22 septembre au 1er octobre. C'est une mission mixte ministère de la Défense nationale, députés nationaux. Il y avait 8 députés nationaux au total et 2 personnalités du Sud Kivu. Il y avait, côté ministère de la Défense, il y avait aussi le chef d'état-major général des FARDC. L'objectif de la mission, donc, c'était d'aller sur terrain, près des lignes de front, échanger avec la population, écouter la population, écouter les desiderata de la population, voir de très près comment opèrent nos forces armées de la République. Et ça nous permettrait d'avoir une compréhension beaucoup plus large de la situation sécuritaire. Ça a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape de Bunia, il y a eu l'étape de Beni, l'étape de Minembwe,
l'étape de Muliro Kalubamba, là où il y avait l'agression zambienne, et puis on a fini la mission par Lubumbashi. Qu'en est-il des spéculations et rumeurs qui courent dans les réseaux sociaux concernant les activités de la délégation de la caravane de la paix, plus précisément à Minembwe? Disons qu'il y a eu une coïncidence à Minembwe. Une coïncidence, c'est-à-dire une rencontre qui n'a pas été du tout planifiée. Une rencontre entre le ministre de la Défense, qui était avec nous dans la délégation, la caravane de la paix. La caravane donc de la paix a rencontré à la même période à Minembwe les ministres de la décentralisation, les ministres d'État de la décentralisation, Azarias Rouberois, qui étaient venus, et c'est le ministre de la décentralisation et le gouverneur du Sud Kivu qui ont procédé à l'installation du bourgmestre de la commune de Minembwe. La commune de Minembwe, ce n'est pas moi qui l'ai dit ici pour la première fois, ça a été créé par un décret du Premier ministre. À l'époque, c'était Matata Mpognon. C'était en juin 2013. Et donc cela a été fait, c'est dans le cadre de leurs attributions, ce n'est pas dans les attributions du ministre de la Défense, encore moins, ce n'est pas dans les objectifs de la caravane de la paix. Et donc il ne faut pas qu'on fasse du méli-mélo à ce niveau. C'était une coïncidence sur terrain. Et donc notre objectif de la caravane, ça n'était pas d'installer un bourgmestre dans la commune de Minembwe. Notre souci, c'est d'attirer l'attention qu'il y a des questions importantes. C'est comme cette agression zambienne. Vous savez, on a été à Kalubamba, on a été à Muliro. C'est des localités qui, il n'y a pas longtemps, ont été occupées par l'armée zambienne. Il faut accélérer la procédure de pose de bornes frontières à ce niveau-là pour éviter que cette agression perdure. Voilà des questions beaucoup plus importantes qui regardent l'avenir du pays, la sécurité. Et donc, nous ne devrions pas être un peu dispersés. Et pourtant, il y a des questions importantes qui regardent l'unité du pays et l'intégrité de notre territoire. Merci Jojo Ndibou pour cette intervention. La ministre du Genre a participé par vidéoconférence aux assises de la 4e conférence mondiale pour la femme organisée par les Nations Unies à New York. Occasion pour elle de présenter les avancées réalisées dans la promotion des droits de la femme en République démocratique du Congo, nous dit Yvette Makontima. Organisées par visioconférence, les assises des hauts niveaux marquant le 25e anniversaire de la déclaration de Beijing dans le cadre de la 4e conférence mondiale pour la femme ont eu raison de la crise sanitaire due à la COVID-19. Sur les grands écrans du siège des Nations Unies à New York aux États-Unis, la République démocratique du Congo, représentée par la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomé-Atilité, a présenté les avancées réalisées pour rencontrer les orientations de l'action de Beijing. Depuis 1995, la République démocratique du Congo a procédé à de nombreuses réformes juridiques et mesures administratives et a adhéré à plusieurs instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux relatifs aux droits humains en général et aux droits des femmes et des filles en particulier. Tous ces instruments ont été implémentés sur l'ensemble du territoire national dans le but de raconter les orientations de la plateforme d'action de Beijing. Mon pays a conscience que tout n'est pas accompli et qu'il reste encore un vaste chantier pour parachever la réalisation de l'égalité des sexes et la promotion de tous les droits des femmes et filles congolaises, particulièrement durant cette décennie d'action que nous attamons. Fort heureusement, la détermination du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de l'ensemble du gouvernement à lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, notamment sexuelles et celles basées sur le genre, demeure très grande. La patronne du genre a reconnu l'immensité du chantier à parachever pour atteindre l'égalité des sexes et la promotion des droits de la femme. La pandémie du coronavirus, on en parle toujours. La province du Maniema a enregistré quelques cas de Covid-19. Profitant de son séjour à Kindu, le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, a procédé à la remise de produits et matériel de lutte contre cette pandémie dans quelques formations médicales de la place. Reportage. Le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, est en mission officielle à Kindu, au Maniema, son fief électoral. À sa descente d'avion, il était accueilli sur les tarmacs par les gouverneurs de la province du Maniema, Ogi Moussafiri, son adjoint, les ministres provinciaux et les maires de la ville. Cette ville de Kindu est frappée de plein fouet par la Covid-19. Elle enregistre déjà quelques cas de contamination. Les maires de la ville les confirment. La Covid est dans nos mains.
mais nous sommes tentés de sensibiliser la population, de respecter toutes les mesures barrières, en portant des masques, la distanciation, le lavage des mains pour éviter la contamination. Pour éviter la propagation de cette maladie qui décime la population mondiale, le président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Tambou-Mwamba, qui tient à préserver la population de son fief électoral de cette pandémie très meurtrière, a remis un kit de masques de protection au maire de la ville pour la population des 3 communes de cette ville. Kasuku, Alunguli et Mikelenge, représentés par leur bourgmestre. La remise symbolique a eu lieu à la résidence du président de la Chambre haute du Parlement. Au nom de la population de ces 3 communes, les bourgmestres ont exprimé leur gratitude. Je dis merci au patriarche, le papa du Maniema, qui a songé à protéger sa population. Nous disons merci. Ce qui nous revient, nous, c'est de sensibiliser notre population afin d'être épargnés de cette pandémie. Et nous le ferons. Nous allons transmettre tout ça à la population afin que nous soyons aussi aguerris. La sensibilisation, c'est de mettre en application les mesures barrières. C'est laver les mains à tout moment. Ne se soit plus à faire les mains. Quand vous voulez tousser, vous toussez de côté. Et je dirais aussi à ma population qu'il faut se protéger. Cette maladie est tellement grave et cette maladie est déjà entre nos murs ici. Occasion pour le bourgmestre de la commune de Mikelenge de solliciter un moyen de mobilité pour son itinérance dans la commune. Comme réponse à sa doléance, le président du Sénat a remis une moto de marque Yamaha, geste de générosité très apprécié, et le bourgmestre a manqué des mots très émus. Une usine de production de thé à Walungu, province du Sud Kivu, est vieille de 70 ans, sera bientôt réhabilitée. L'initiative vient du questeur du Sénat, Eric Roubouye, qui l'a visité. La remise en service de cette usine va contribuer tant soit peu à baisser le chômage en créant plus de 1000 emplois. Doris Mozotambwe, Guilain Kassou était dans la suite de l'honorable. Pendant son séjour kivusien, Eric Roubouye a donné son temps pour réfléchir sur les voies et moyens de concrétiser la promesse faite lors de son meeting à la population de Bukavu, celle de mettre toute son énergie au bénéfice de sa chère province. Une des premières choses qu'il compte faire, c'est la création d'emplois des jeunes au sein de cette usine de fabrication de thé. Eric Roubouye, en compagnie de sa délégation, a visité cette usine située à Irabata, dans le territoire d'Engouéché, à quelques kilomètres de Bukavu. Cette usine de fabrication de thé existe depuis 1958 et est capable de produire 5 tonnes de feuilles de thé par jour. L'ingénieur agronome Kambale a donné des explications de la production, la récolte, la fabrication jusqu'à la consommation de ce thé de qualité produit dans la province du Sud Kivu. Le thé, on le sèche pour qu'il conserve une humidité de moins de 3% pour qu'il soit conservé. Il y a également la fibre, parce que sur le marché, si le thé n'est pas bien propre, à ce moment, c'est un manque à gagner, vous voyez. Une véritable entreprise de production comparable à la Gécamine, capable de produire du bon thé même pour une exportation qui fera la fierté de la République démocratique du Congo. Cette usine connaît quelques difficultés dues au manque d'énergie qui empêche son fonctionnement. Essentiellement, c'est le problème énergétique. Parce que pour le moment, nous travaillons par intermittence, c'est-à-dire en 2 ou 3 mois. Alors que si on avait le courant en permanence, on allait enchaîner le travail dès le début de la première machine jusqu'à la dernière machine sans interruption. Et là, le rendement serait plus impeccable. Toutes ces doléances ont trouvé attentives les oreilles du sénateur Eric Roubouye. Conscient du grand défi qu'il attend pour sa province, le questeur du Sénat promet son implication totale pour la modernisation dans un bref délai de cette usine de production. Outre la modernisation de cette usine vieille de 62 ans, Eric Roubouye va créer 1000 emplois directs et 10 000 indirects en vue de baisser le taux de chômage dans son Kivu natal. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a effectué quelques visites d'inspection. Il a été notamment dans une usine de fabrication de caoutchouc et il a également visité une huilerie. Reportage. Après la visite des plantations de VA et des palmeraies de la société Miluna Guaka,
dans le territoire de Boudjala, qui constitue les lieux de provenance des matières premières pour certaines unités de transformation. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a visité l'usine de traitement de caoutchouc avec une capacité de production de 2000 tonnes l'an. Ici, les différentes étapes de transformation du latex après la saignée pour réaliser la semi-transformation ont été expliquées au ministre, dont le fumage et le calendrage pour ainsi aboutir aux sheets et crêpes avant l'exportation pour fabrication des pneus et semelles des souliers. Ma tournée ici, c'est faire en sorte que le gouvernement puisse s'approprier une politique de renforcement de l'industrie locale pour qu'au lieu d'exporter ces feuilles de caoutchouc et ces crêpes pour la fabrication des semelles, qu'on installe des usines de fabrication de pneus, si ce n'est pas ici localement, dans la province du Sud-Bangui, au moins à Kinshasa. Juste après, cette fois-ci, accompagné du gouverneur du Sud-Bangui, Jean-Claude Mabenze, le ministre de l'Industrie a visité l'usine de l'huile de palme qui produit 3500 tonnes par an. On se rend compte qu'il y a une grande industrie dans la province du Sud-Bangui qui nous produit de l'huile jusqu'à 400 tonnes le mois. Et cette huile est consommée à Kinshasa. Également, le lieu de fermentation des graines de cacao a été visité. Le ministre a promis l'accompagnement du gouvernement via les FPI pour ainsi augmenter la capacité de production de ces unités de transformation tout en mobilisant les partenaires, a-t-il conclu. Encadrement des régies financières au Congo central, pas d'exonération fantaisiste. L'inspecteur général des finances adjoint était à Matadi pour s'en rendre compte, nous dit Cédric Kenina. L'encadrement des régies financières, l'une des missions confiées à l'inspection générale des finances par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. L'inspecteur général des finances adjoint est arrivé dans le Congo central, précisément à Matadi. Victor Batubenga et son équipe ont visité les bureaux de la Direction générale des douanes et accises placés au port de la Société congolaise des pêches, principale entrée des vivres consommés à Kinshasa. Le numéro 2 de l'IGF a tenu à se rendre compte de l'effectivité quant à la suppression des exonérations fantaisistes. Même exercice au port de Matadi Gateway Travels MGT. Pas d'exonération qui frise la fraude. Le fisc doit jouer son rôle, a-t-il insisté. Les recettes qui sont actuellement mobilisées par le Trésor public sont presque exclusivement consacrées au paiement des salaires, ce qui n'est pas normal pour le budget de l'État. Alors que nous sommes en période où il ne faut pas seulement payer les salaires, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses que le chef de l'État doit pouvoir faire. Comme en fait il ne faut pas suivre l'encadrement seulement dans le bureau, je me suis dit que je commence aussi par quelques bureaux douaniers. Bien avant, Victor Batubenga était à la direction provinciale de la DGDA. Le constat est clair, depuis la suppression des compensations et exonérations de trop, les recettes ont pris une courbe ascendante. Cette mission de l'inspecteur général adjoint de l'IGF fait suite à celle effectuée dans le Haut-Katanga par son titulaire Gilles Alinguete. La délégation de la RTNC au Katanga séjournée à Kinshasa, c'est pour recevoir des orientations en rapport avec la perception de la redevance sur la taxe audiovisuelle destinée à la RTNC. Elle a échangé avec le directeur général Ernest Kabila. Luxon Kabala nous en parle. La perception de la redevance sur la taxe audiovisuelle était au centre de la séance de travail qu'a présidé le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, Ernest Ilunga Kabila, qui avait à ses côtés le directeur en charge de la redevance, Belide Bunga. L'objet de notre rencontre avec les directeurs généraux de la RTNC, c'était sur l'entretien par rapport à la perception de la taxe audiovisuelle qui doit être mise en place. Donc l'entretien était apporté de bons fruits. Et nous attendons juste qu'il y ait la signature. Tout s'était bien passé, que l'impression était bonne, puisqu'il faut que le protocole d'accord, avant que ça soit signé, soit d'abord présenté au DG selon les discussions que nous avons menées en province. Les participants se disent satisfaits des orientations reçues et favorables quant à leur implication pour la réussite de cette opération.
La Ligue des femmes du Congrès national africain pour le réveil du Congo, CNARC en sigle, a pensé aux personnes du 3e âge du Homme des Vieillards de Cabinda dans la commune de Lingwala en leur remettant des vivres et autres biens de première nécessité. C'est en marge de la journée internationale des personnes du 3e âge célébrée chaque 1er octobre. Toto Sungu, reportage. Les personnes de 3e âge ont droit à la vie et à la protection. Ces personnes âgées hébergées au Home des Vieillards des Cabinda dans la commune de Lingwala ont été honorées par la Ligue des femmes du Congrès national africain pour le réveil du Congo, CNARC. C'était à l'occasion de la journée internationale de personnes âgées leur dédiée par la communauté internationale. Avec l'accompagnement de l'autorité morale du CNARC, Aimé Pascal Mongo Lokonda, les femmes de ces partis politiques ont apporté des vivres et non-vivres à ces vieillards pour leur donner encore l'espoir de vivre en dépit de leurs difficultés. Ces gestes de générosité cadrent avec la vision du président national de la dite structure qui est la social-démocratie. Pour Madame la présidente de la Ligue des femmes du CNARC, Caroline Sambi, ces personnes âgées méritent le soutien de tous car tout le monde finira par vieillir un jour selon la volonté divine. Aujourd'hui, c'est le 1er octobre. C'est la journée internationale de personnes du 3e âge. Mais nous, comme nous sommes un parti des chrétiens, nous avons dit que cette date ne peut pas nous passer inaperçue. C'est pourquoi nous sommes venus fêter avec les vieillards. Nous sommes aussi venus arracher la longévité, que nous vivons longtemps comme ces vieillards-là. Cette visite était une occasion pour les personnes de 3e âge d'exprimer leur joie à travers quelques pas de danse. Les représentants des travailleurs du secteur cimentier du Congo central s'inquiètent de la mesure prise par le ministre du Commerce extérieur autorisant ainsi l'importation du ciment gris en République démocratique du Congo. Ils soutiennent l'initiative du gouvernement, celle de relancer les cimenteries locales. Reportage. Nous pensons que conclure un contrat d'importation de ciment gris entre deux États ne favorise pas l'émergence des industries locales. La plupart des cimenteries qui existent au Congo central ont de grandes capacités de production installées. Si une action allant dans le sens de les approvisionner en cette denrée, des emplois de compatriotes seront préservés et la situation sociale des populations sera améliorée. La capacité installée des usines opérationnelles au Congo central est de plus de 3 millions de tonnes, alors que la demande est à peine de 1 300 000 tonnes par année. Le ministre de l'Industrie est en train de planifier la relance d'autres infrastructures du même secteur qui sont à l'arrêt, le cas de la cimenterie nationale SINATS, et renflouer les caisses de l'État. Les cimenteries implantées dans le Congo central sont capables de couvrir la demande des marchés locaux. Les représentants des travailleurs du secteur cimentier du Congo central disent non à l'importation de ciment gris et soutiennent la promotion des industries du pays et la relance de la cimenterie nationale afin de contribuer au développement et à l'émergence de l'économie de notre pays. Telle est la vision du gouvernement et du président de la République. La conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme a pris une part active aux travaux de l'atelier sur les capitals humains. Ces assises visent l'amélioration des ressources humaines au sein des entreprises, nous dit Lixon Kabbalah. Le salon Congo de l'hôtel Pullman à Gombe a abrité des assises de 2 jours sur le capital humain organisées par l'ONG Nkelobank, une plateforme qui contribue au développement de la République démocratique du Congo par l'amélioration des ressources humaines au niveau de l'entreprise. C'est dans cette optique que la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et des luttes contre les violences faites à la femme, Mme Chantal Yelou-Moulop, a rehaussé de sa présence pour apporter son expertise. En tant que femme leader, elle a passé en revue la situation géographique de la République démocratique du Congo
avec un accent particulier placé sur le développement des jeunes et des femmes dans le secteur privé. Promouvoir les atouts de la diaspora congolaise dans le but de tirer le profit lié à l'accompagnement et à la facilitation de la crème intellectuelle, aussi son amélioration afin d'apporter une pierre à l'édifice pour un leadership transformationnel. D'après le récent projection, la République démocratique du Congo atteindra 195 millions d'habitants en 2050 et se positionnera en deuxième position juste après le Nigeria dans le top 10 des pays les plus peuplés du continent. Par ailleurs, près de 51% de notre population est constituée de femmes, soit 41 millions. Ce qui revient à dire que la force est à la jeunesse, mais aussi et surtout aux femmes. Pour atteindre le développement, nous devons investir dans les jeunes et promouvoir les femmes aussi. Une journée très chargée pour la conseillère spéciale du chef de l'État qui a animé d'abord un atelier au salon Kassai de l'hôtel Pullman sur la digitalisation de la question des violences sexuelles basées sur le genre en présence de différents partenaires. Quelques communiqués avant d'éclore ce journal. La représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un appel à la candidature pour les postes déchargés de l'audit interne. La date limite des candidatures est fixée au 7 octobre 2020. Les personnes intéressées peuvent consulter pour les plus amples informations le site web de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique recrutement. Et ces communiqués à caractère nécrologique. Voici un peu plus de 40 jours que notre regretté honorable David Mutamba Diboué nous a quittés. Monsieur Ngoy Christian Mutamba, Madame Massengo Thérèse, ainsi que la famille vous invitent à participer à une messe d'action des grâces en sa mémoire le lundi 5 octobre 2020 à 17h à la paroisse Sacré-Cœur située sur l'avenue Père Boka numéro 2 dans la commune de La Gombe. À l'issue de cette messe, un bain de consolation sera offert à la salle Sacré-Cœur. Ce communiqué est signé la famille Mutamba Diboué. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et merci encore à toute l'équipe technique qui a concouru à sa production. Au revoir et à très bientôt.